iragile ngirame forora Deme babaninga falanebe iragile ngirame forora Imuti mirio kuimede irame kafera Imuti fefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Et Manette du Savoir a le bonheur et le plaisir de recevoir sur son somptueux plateau ce jour Sa Majesté, son ingénieur et un patriarche de renommée internationale, René Eteki. Sangomboa et Mané. Bienvenue à la CRTV, votre maison. Oui, c'est vrai, parce que ça fait longtemps que je collabore avec la CRTV, depuis sa naissance d'ailleurs, pour différentes activités et différents positionnements de la vie que j'ai eu. Donc aujourd'hui, quand je commence à être un peu vieux, c'est peut-être, on arrive à essayer de boucler tout ça en conclusion pour que je continue à parler de vous et peut-être aussi de moi. Oui, nous sommes justement venus puiser de la sagesse auprès de cette bibliothèque que vous êtes. Veuillez encore vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Ok, donc je suis René Eteki Mambo, originaire de Bodiman. Bodiman, c'est la vallée du Vouri qu'on appelle Odi. Et je suis chef traditionnel à Bodiman, mais de tradition et de profession. Je suis ingénieur qui a fait beaucoup de choses au Cameroun et en dehors du Cameroun. Et cette chose nous permet aujourd'hui, je suppose, de parler de l'itinéraire d'un enfant du siècle. Ouais. L'itinéraire d'un enfant du siècle africain. Et je ne me présente pas comme modèle, c'est vous qui saurez voir ou pas, si ça veut dire quelque chose. On voudrait bien connaître cet itinéraire. Très vite, j'étais le fils d'un fonctionnaire colonial et ensuite, quand le Cameroun a eu son indépendance, qui s'appelait Eteki, qui a travaillé au PTT, d'ailleurs avec le premier président camerounais qui s'appelait Amadou Ahidjo. J'ai donc eu la chance par rapport aux Camerounais, aux jeunes Camerounais normaux de l'époque, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir des parents qui avaient quelques moyens pour des Africains et qui avaient été à l'école déjà. Donc je suis né dans un cadre, bien qu'on soit tous d'origine rurale, moi j'étais plutôt un homme de ville dès le départ. J'ai fait des études ici, dans les classiques, l'école principale d'Aqua, ensuite au collège d'Iberman de réputation nationale et comme vous dites internationale, où j'ai eu un bac série C, on disait Mathelem. C'est une année après nous qu'on commençait à parler de série C. Un bac série C qui m'a permis d'avoir une bourse de la coopération, une bourse française, et pour aller faire des études d'ingénieur en France. À l'époque, l'université du Cameroun était à ses débuts. Oui. Et en France aussi, dans la même lancée, j'étais dans un établissement de renom dès le départ, ce qui n'est même pour les Français déjà une chose compliquée. J'ai fait maths sup et maths spé à ce qu'on appelle couramment Ginette, qui s'appelle l'école Sainte-Geneviève, qui est aussi un établissement de jésuites, peut-être l'un des plus grands de France. En France, il y a deux établissements de préparation aux grandes écoles. Il y a Louis-le-Grand qui est le premier, et l'école Sainte-Geneviève qui est le deuxième. Et deuxième, pourquoi? Parce que lui, il est privé, il est catholique. Mais le débat reste pour savoir qui est le premier. À la suite de cette école catholique de jésuites, j'ai passé un certain nombre de concours. En fait, je vais vous avouer que je ne voulais pas être ingénieur parce que je suis plus artiste que mécanicien, si on peut dire. Oui. Mais finalement, on s'est aperçu que l'ingénierie, ça mène à tout. Donc j'ai passé le concours, j'ai choisi celui de rentrer à l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris, qui est connu aussi, qui, à l'époque, au balbutiement des ordinateurs, du numérique et tout ça,
ses premières écoles, sa première école peut-être en France, où, puisque Polytechnique qui était spécialisé dans ces choses-là. Et je voulais faire ce qu'on appelle le hardware, la construction des ordinateurs, la cybernétique, c'est-à-dire tout ce qu'on parle de fusée, d'automatisme et tout ça. Voilà à peu près la voie que j'ai choisie et que j'ai apprise à l'école. Après cette école, je voulais travailler en France un peu pour voler la science du blanc. Parce que vous savez très bien qu'il n'y a que ici qu'on nous trompe. Quand on sort de l'école, ce qu'on apprend, ça donne une potentialité. Et on peut supposer qu'il est capable de. Mais ça, on ne sait pas faire grand-chose. La vie vous apprend beaucoup plus. 10 fois, l'école de la vie vous apprend beaucoup plus que tous ces cahiers qu'on utilise et toutes ces choses-là. C'est comme ça que je cherche à travailler en France pour voler un peu plus la science du blanc. Toujours dans mon secteur en électronique, je collabore avec ce qu'on appelait à l'époque le plan calcul de De Gaulle. C'est les premiers ordinateurs français qu'il fallait construire. Je collabore à Rocancourt, ce qu'on appelle C2I, compagnie d'informatique. Bon. Et donc parmi les grands ingénieurs français qui sont à la pointe de ce qui se fait dans le monde en matière électronique. Bon, mais première remarque importante, alors qu'on nous envoyait en France pour apprendre pourquoi on vient construire nos sociétés, le pouvoir de l'époque, le pouvoir camerounais de l'époque, avait envoyé une lettre circulaire au pouvoir français et au privé français qu'il ne faut pas embaucher les Camerounais, les cadres camerounais, les jeunes étudiants camerounais. Il vaut mieux, s'ils sont au chômage, ça les oblige à rentrer chez eux. Ils n'ont pas compris que si on faisait embaucher par le système français, on volait vraiment la science du blanc. Au bout d'un moment, quand on rentrait chez nous, on savait faire les choses de façon réelle et pratique et scientifique. Donc, c'est à ce moment-là, donc, non seulement le chômage commençait en France, mais les grands Camerounais africains qui faisaient les grandes études, quand on a besoin d'eux dans les entreprises françaises, le Cameroun leur refusait qu'on nous embauche. La France qui a sauté dessus en a profité pour faire une lettre circulaire aussi dans leurs entreprises privées que pour embaucher un cadre camerounais, il faut une autorisation spéciale. Moralité, on avait comme une chose indéfinie et non finie. On avait fait de bonnes études, mais on n'avait jamais été dans une usine, on n'avait jamais monté une fusée avec des gens qui savent monter les fusées. C'est comme ça qu'on apprend. Cela étant, plusieurs missions arrivaient en France et disaient il faut rentrer au Cameroun, que vous faites là. Comme maintenant avec le problème de l'immigration, on pense que les immigrés vont seulement pour la misère en France. Non, ils vont pour essayer d'apprendre un mode de vie nouveau. Parce que dans la vie que nous vivons, chez nous, quand on reste à Newbel ou à Bodiman chez moi, on a l'impression qu'on a une plante qui est en train de mourir dans un coin. Et les gars prennent tous les risques, c'est pour ça qu'il y a ce problème d'immigration. Mais on trouve pourtant des discours d'Africains, de Camerounais, qui prétendent que, ouais, il faut rester chez vous, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous croyez que c'est plus drôle, quoi, ceci? Non. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que là aussi, il fallait voler l'espace du blanc, voler la science du blanc. Parce qu'eux, ils nous ont colonisés. Pourquoi? S'il fallait mieux rester chez soi. L'impérialisme, c'était quoi? L'impérialisme, c'était aller chercher dans le monde une espèce de dilatation de ta société et du monde. Bon, nous, gros malin, on répète ce que les Français, ou pas seulement les Français, disent en disant que ouais, restez chez vous. Moi, ils ne veulent pas qu'on déserte le Cameroun. Mais chaque fois qu'on peut être du monde, c'est le Cameroun qui en profite. Le Cameroun grandit, nous avec. Voilà. Bon, bref, j'ai travaillé quand même en France. J'ai travaillé dans le plan de calcul, comme je vous disais. J'ai passé les tests pour entrer à IBM. J'ai travaillé dans d'autres, Thomson CSF. Et au bout d'un moment, il y a beaucoup de missions qui arrivent du Cameroun
qui nous recevait à l'ambassade, qui nous convoquait en disant il faut rentrer au Cameroun parce qu'on a besoin de vous. C'était bien vu. Mais nous, on aimait beaucoup le Cameroun. On pensait que si on est rentré maintenant, avec l'environnement scientifique, on ne pourra pas être rentable. C'est comme les médecins. Et on a des très grands médecins qui, quand ils travaillent en Europe ou en Amérique, ont des résultats connus, brillants. Quand ils viennent ici, ils tombent dans la corruption, ils tombent dans l'environnement des plateaux techniques qui ne sont pas bons. On a l'impression qu'ils sont moins bons que quand ils étaient là-bas. Les footballeurs, c'est pareil. Mais je veux juste essayer de résumer, à raccourcir donc cette partie de ma vie, qui est l'itinéraire d'un enfant ordinaire de ce siècle, africain ordinaire. Et qui a fait également beaucoup de choses dans le bâtiment, revenu au Cameroun. Oui, ça c'est déjà dans la réalisation et des différents succès ou échecs. Quand je rentre au Cameroun, et j'ai ce que je disais tout à l'heure, vous actuellement, quand vous faites de bonnes études ou vous n'en faites pas, vous n'attendez que le chômage. On vous dit que le Etoben Skinner, c'est l'avenir d'un jeune Camerounais. Nous, on avait tellement de postes qui nous attendaient, tellement de moyens qui nous attendaient qu'on discutait, même c'est nous qui refusions. Je choisis plutôt là que là. Et bon, on pensait donc que nos pays nous attendaient, nous faisaient confiance pour qu'on puisse les développer et aider les autres aussi. Mais on s'est rendu compte que on ne nous attendait pas pour ça. On nous attendait pour que politiquement on soit soumis. Parce que pourquoi on ne voulait pas, c'est après qu'on a compris pourquoi on ne voulait pas que les jeunes Camerounais travaillent en France. Parce que quand ils travaillent en France, ils ont une certaine indépendance. Cette indépendance matérielle, mentale, l'esprit, tout le reste. Et ces gens-là embêtaient les pouvoirs africains. Ils ne pouvaient pas les menacer comme ici, en disant que si tu ne fais pas ça, tu ne trouveras pas de boulot, on ne te donne pas de boulot, ton enfant n'ira pas à l'école, et ceci. Donc cette indépendance menaçait les pouvoirs africains, qui ne rêvaient que d'une seule chose, de coloniser l'Afrique, comme l'Afrique a été colonisée par l'Occident. Voilà à peu près une des raisons pour lesquelles on a décidé quand même de rentrer ici. Nous sommes rentrés ici, on n'a pas vu des éléments qui venaient travailler chez eux et développer leur pays. On a vu des éléments dangereux, puis moins influencés par la gauche, parce qu'à l'époque, c'était les indépendances, il y avait la guerre froide, le monde occidental, le monde les pays de l'Est et tout, qui soutenaient un peu les luttes africaines. Donc, on voyait juste les personnes dangereuses pour l'équilibre, un peu impérialiste et un peu ce qu'on appelle néocolonialiste de nos pouvoirs. Cela étant, on a travaillé, on a montré qu'on pouvait travailler, on savait travailler. Quand je suis arrivé, j'ai été salarié dans l'administration 13 jours, parce que quand je travaillais en France déjà à l'époque, pour donner des chiffres, quand je travaillais comme jeune ingénieur, je gagnais l'équivalent d'1,8 million à peu près, 2 millions par mois. C'était les années 70, 69, 70. Quand j'arrive chez moi, je suis cadre supérieur à l'administration, A2, on disait à l'époque. Quand on me dit, vous allez travailler là, on m'a dit l'aéronautique civile, on voulait créer Cameroun Airlines, et puis l'aéronautique civile, il y avait M. Jean Kepo, je me souviens de son nom encore, qui était directeur, mais qui n'était pas vraiment ingénieur et d'autres. Quand on veut travailler, on demande enfin, au Cameroun, on ne demande pas combien vous voulez être payé. On dit, bon, vous êtes à 2, donc vous payez tant. Quand j'ai osé demander au ministre de l'époque de la fonction publique, bon, combien on va me payer? Il dit, non, l'argent n'a pas d'importance. Peut-être 80 000, 88, vous aurez reçu 20% de logement et tout. Bon, pour quelqu'un qui vient de gagner 1,8 million jeunes ingénieurs, on vous dit 88 000 ou 100 000, ça vous fait vraiment drôle. J'ai été mal élevé, je me suis levé de son bureau alors que je devais aller signer le contrat comme fonctionnaire. Parce qu'il y avait à l'époque des agents contractuels fonctionnaires. Et dans le bureau en face, je me suis levé, j'ai presque claqué sa porte. Où il aurait pu me faire arrêter à l'époque. Qu'est-ce que ça vous a valu? Ça a valu que on m'a retiré mon passeport et un certain nombre de choses et que je ne pouvais pas repartir du Cameroun.
et que j'étais obligé de rester là au chômage, jusqu'à ce qu'ils viennent gentiment au pouvoir. En plus, moi, j'ai pas une bourse camerounaise. On ne peut pas dire que comment le Cameroun a donné la bourse, vous ne pouvez pas travailler à fonction publique. Donc, je n'avais pas ce genre d'obligation. Et donc, au bout d'un moment, donc j'ai travaillé dans 13 jours comme ça avant de signer. Au bout d'un moment, je vais chez mon père à Daïdo en disant que bon, papa, on va manger macabo ensemble ou tout ce qu'on veut. S'il y a un peu à nettoyer à la maison, je travaille et puis je vois ce que je fais. Je vends des bananes, si on veut. Bon, il y avait un journal à l'époque. Mon nom sortait régulièrement. M. René, qui est ingénieur électronicien, est appelé pour un fait concernant à la présidence ou à la fonction publique. Parce qu'en plus, la présidence m'avait trouvé un poste. Quand je venais au Cameroun, j'avais un contrat de IBM. J'avais passé des tests là-bas, j'étais l'un des meilleurs à Paris. J'ai dit, je vais passer au Cameroun 8 mois avant de retourner travailler là-bas. Quand j'arrive ici, le blanc qui était directeur d'IBM a cru que je venais le remplacer. Il a envoyé un message à Paris que nous avons comme seul client actuellement de nos ordinateurs qui étaient à l'époque grandes comme une maison, la présidente de la République, et qui nous dit qu'il faut nous trouver des cadres africains, on cherche du personnel. Donc si on leur dit qu'il y a un grand cadre camerounais dans un secteur qui travaille chez nous, ou le mettre chez eux, les marchés, on va les perdre. Voilà pourquoi Paris, en France, on ne peut pas faire ça. Mais il se dit, oui, c'est vrai que nous avons un marché là-bas, on ne va pas le perdre, parce que nous voulons garder les techis. Donc, tout ça, c'est des anecdotes, mais qui doivent mener à une certaine compréhension de la chose, la philosophie, l'ambiance d'époque et les difficultés qu'on avait. Maintenant, vous avez les difficultés de chômage. Nous, on avait les difficultés de contrôle. Le contrôle pour le Cameroun, le pouvoir camerounais, était plus important que ce qu'on apportait, le développement du Cameroun. Et par rapport au chômage aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous comme ingénieur, comme technicien? Oui, mais ça dit, je ne suis plus retraité maintenant que... Oui, mais le retraité regarde donc je vais vous puis... proposer une expérience. Ouais. C'est pour ça que je suppose que votre émission a une importance. Parce que c'est quand on voit qu'un Camerounais, un nègre moyen, normal, peut faire des choses dans son pays et ailleurs, qu'on pense que la situation n'est pas désespérée. C'est parce qu'on pense que vous pouvez monter des émissions comme la vôtre. Parce qu'il n'y a pas une émission tout simplement, ce n'est pas un magazine. C'est une émission pour donner de l'espoir aux jeunes Camerounais en prenant des exemples, des bons, des mauvais, pour savoir que c'est une personne ordinaire qui peut faire des grandes choses comme partout dans le monde. Tout à l'heure, je vais vous dire que j'ai un restaurant aussi, c'est bien que ce ne soit pas mon métier. Et pour montrer qu'au Cameroun aussi on mange, et on sait manger. Oui. Par exemple, j'ai été la plus grande société de bâtiments et travaux publics du Cameroun pendant plus de 10 ans. Et maintenant, pendant plus de 20 ans, mais disons qu'après, ça a créé une concurrence. J'ai été président patronal de ce secteur pendant longtemps. J'ai fait tout ce qui est les grands monuments et tout ça de Yaoundé. Et d'ailleurs, c'est moi qui les faisais. Mais à l'époque, on disait que les Camerounais ne sont pas capables de créer une entreprise, de la gérer. Ils achètent juste des Mercedes et tout, et font des travaux inachevés ou autre chose comme ça, des marchés inachevés, tout ça. Moi, à l'époque, je passais déjà à la télé en disant que je voudrais voir le blanc ou l'entreprise blanche qui est ingénieur aussi sur tel propos technique ou tel marché qui a fait mieux que moi. Ils vont prendre l'ordinateur ou le tableau, chacun défend sa position. Je l'ai fait, c'est pour ça que j'étais présent dans ce secteur. Dans le secteur où on me disait, je donne un exemple concret. Quand j'étais dans le bâtiment et travaux publics, je suis tombé par accident parce que c'était là. On faisait des ouvrages qu'on a. J'ai bien beaucoup travaillé au Cameroun. Et on faisait ces ouvrages-là et je disais, tous les Camerounais qui étaient dans le secteur disaient il faut que, quand les grandes boîtes européennes et autres qui peuvent construire des ponts, des roues, des maisons, tout ça travaille,
faut quand même qu'ils sous-traitent aussi des petites choses, comme monter des parpaings ou des brouettes à des entreprises camerounaises pour qu'ils apprennent. Moi, je disais que dans tous les pays du monde, même en Amérique qui est libérale, quand c'est l'argent public qui sort, et à l'époque, l'argent public était le marché public, qui était l'activité principale. Quand c'est l'argent du Cameroun qui sort public, il n'y a que les Camerounais qui peuvent traiter, qui peuvent prendre au marché. Quitte à eux de prouver qu'ils en ont la compétence, ou ils ont un partenariat avec qui veut, chinois, français ou autres, avec qui en a la compétence dans leur équipe. Mais l'entreprise principale, c'est le Camerounais. On peut faire co-traitance, mais pas sous-traitance inversée. Que c'est le français qui vient me sous-traiter à moi de travailler avec mon argent. Donc, et toutes ces choses-là avaient amené jusqu'à ce qu'on fasse un texte qui disait ça, qu'il ne peut plus y avoir de marché public. Et pour que les étrangers puissent les avoir, il faut qu'ils aient comme partenaire une entreprise camerounaise. Ouais. Ou qu'ils soient sous-traitants d'une entreprise camerounaise. Tout ça, ça rendait un peu fou. Et on disait que était qui fait du nationalisme en affaires. J'ai dit, mais chez vous, c'est la même chose. Vous qui êtes des sociétés libérales. Donc, c'est voilà des choses qu'on a pu apporter. Non seulement je disais ça, mais quand on disait les chantiers abandonnés, je leur disais, vous connaissez mes chantiers. Et c'était à l'époque, quand un Camerounais avait un chantier de 10 millions, 100 millions, il avait tué, comme on dit. Moi, il y avait un chantier de milliards. Et quand les étrangers demandaient pour faire un pont, une maison, 1 milliard, les entreprises camerounaises demandaient 100 millions. On disait que, ah oui, oui. Et quand ils demandaient 150 millions, on disait que cette entreprise est trop chère. J'ai dit, moi, c'est 1,5 milliard. Parce que c'est encore plus compliqué de la faire moi que... Et ce que j'apporte en faisant, c'est plus que ce que les entreprises françaises font. Et aujourd'hui, quelle est votre réaction quand vous voyez ce secteur? Quand je vois ce secteur complètement par terre. À l'époque, on l'avait amené à un tel niveau qu'il commençait à avoir des entreprises camerounaises, des entreprises nationales et internationales. Moi, je travaillais au Gabon avec les Gabonais, au Sénégal, partout. Alors qu'avant, il y avait un Sénégalais qui venait ici de temps en temps parce que les Français se servent de la Côte d'Ivoire pour coloniser, pour coloniser un peu les autres, comme ils se servent des Marocains et d'autres Tunisiens actuellement et tout ça. Bon. Et maintenant, je ne comprends pas comment, avant, même la main-d'œuvre, même le technicien, quand je voulais un maçon, un menuisier, un charpentier et tout, il y avait 50 qui s'alignaient. Et ils étaient bons. Qui n'avaient pas été dans les grandes études, mais ils étaient bons parce que j'étais ils ont appris dans le tas, et puis ce qu'on appelle en Europe le compagnonnage. Les compagnons, c'était les baptiseurs de cathédrales. Chez nous, il y avait quelques vieux colons blancs et autres qui avaient des entreprises. Quand tu prenais un bassin, un bosiment, n'importe quoi, et qui savaient qu'ils ne payaient pas grand-chose, mais ils arrivaient à le former. Ils ne craignaient pas. De notre temps, on ne voulait plus former personne parce qu'on craint qu'on a la concurrence. Donc, à l'époque, donc, on savait construire. Moi, je prenais tous les pareils, je savais faire les ponts, je savais faire les bâtiments. Alors que maintenant, on ne peut pas trouver un menuisier qu'une vieille dame demande, une vieille grand-mère demande, fais-moi un banc de cuisine. Il va lui demander 10 000 d'avance et il va disparaître avec son argent. Et quand il essaie de le faire, il ne sait pas le faire. Voilà le secteur aujourd'hui. Le secteur aujourd'hui, c'est l'incompétence totale. Il manque de main-d'œuvre. Et tout le monde, même ceux qui étaient dans les écoles techniques, ils rêvent que de seule chose d'être directeur dans l'administration ou d'être ministre. C'est ce qui se passe. Alors qu'il faut encourager aujourd'hui cette technique. Oui, et la réalisation. C'est ce qu'on fait. L'homme est ce qu'il fait. Et ce qui nous manque le plus, c'est la capacité de faire. Comment ça se fait que 60 ans, 70 ans après, les routes où nous marchons, c'est d'autres personnes qui doivent savoir les faire. Les maisons où nous habitons, on va prendre les Chinois aujourd'hui pour construire une maison. J'ai rien contre le Chinois, parce qu'avant on disait, dans le monde libéral, oh, non, c'est pas ça. Je dis qu'on n'est plus capable de construire sa propre maison. Alors que tous les humains, et c'est ça la culture humaine, tous les humains ont su donner des réponses à leurs problèmes depuis que le monde existe. Même dans la médecine. Toutes les sociétés qui sont restées vivantes, c'est parce que quand ils avaient besoin de s'abriter, parce que le temps, le mauvais temps, ils n'avaient pas dormi sur les arbres. Ils trouvaient un moyen de construire. Sauf qu'il y a un progrès dans cette technologie de construction. Moi, j'ai construit une maison en art de raffia. Je suis un grand spécialiste de la maison en terre crue et autres.
spécialiste maison en bois. J'ai travaillé aux Nations Unies au PNUD. Alors, je suis un expert des Nations Unies en plus pour apprendre ces choses dans le monde entier, même au Cameroun. Mais au Cameroun, tous les 10 ans, on découvre ça à l'école polytechnique. Ah, on va faire des maisons en terre et tout ça. Moi, je le faisais déjà il y a 30 ans. Bon, donc, c'est pour dire que l'Afrique a un problème. C'est qu'il ne s'agit pas de trouver des solutions. C'est pour ça que la dimension humaine de l'Africain a été perdue. Trouver des réponses aux problèmes humains, aux problèmes de sa société. Il s'agit de dépendre, de faire semblant et d'occuper l'espace. Je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. L'Afrique aujourd'hui, c'est une espèce d'écologie qui est chauffée par la flore et la faune. Une partie de la faune, c'est comme les singes chez nous. Parce que si on n'habitait plus l'Afrique, on dit qu'une maison qui n'est pas habitée tombe en ruine, l'humidité et tout ça. Eh bien, nos espaces, c'est pareil. En plus que la flore est en train de partir parce que le déboisement, ce n'est pas seulement parce que les Blancs le disent. Ils disent qu'il ne faut pas déboiser, mais on ne connaît pas beaucoup de nègres qui déboisent, qui connaissent. Ce n'est pas le bois qu'on fait pour faire. Ils disent que nous déboisons parce qu'on faisait la cuisine au bois. Eux, ils déboisent, et Rougier et consorts, depuis le Gabon jusqu'au Cameroun, ils déboisent tous les jours. Les lois sont là, tout est là, et les billes de bois passent sur votre nez. Donc, il faut que l'Africain reprenne son circuit humain qui a été interrompu par la colonisation. Quand les Blancs venaient ici, on les recevait les bras ouverts. Mais ils nous trouvaient, on savait manger, on savait dormir, on savait faire des enfants, on savait construire, on savait faire tout ce qu'on voulait. Bon, nous, on n'en avait pas l'ambition. Est-ce que le béton, c'est l'idéal? Pourquoi pas si c'est le béton? Mais on recevait ça gentiment, notre hospitalité. Eux nous tiraient dessus, prenaient notre or, nous donnaient quelques tubes pour tremper, nous saoulaient, donnaient l'alcool. Voilà ce qu'on. Voilà. On nous a indianisés, comme les Indiens d'Amérique, les peaux rouges. Et maintenant, quand à l'indépendance, on a eu l'indépendance, qu'on voulait développer ces choses par nous-mêmes, on savait le faire. Ils n'avaient de cesse que de nous réduire en mendicité, en nous endettant et autres. Si bien que le problème même aujourd'hui n'est pas de savoir pêcher, de savoir construire sa maison. Mao disait, eux donner le poisson, apprenez à pêcher. Ouais. Il voulait surtout qu'on apprenne, il voulait qu'on soit dépendant. Un peu même, ils ont fait un Indien d'Amérique. Il gagne mieux sa vie quand il se travaille que quand il travaille. Quand il travaille, on garantit la nourriture et tout, on les soigne. Dès qu'il travaille, il commence à payer les impôts, il commence ceci, il ne peut pas. Mais nous, c'est pareil. On voulait absolument qu'on soit dépendant. Nous, on s'est battu pour l'indépendance vers les années 45-50. Quand on l'a obtenu, maintenant, on se bat pour être dépendant. Comme vous êtes également chef traditionnel, on peut dire un mot avant de sortir de cet entretien. Comment pensez-vous qu'on puisse organiser la société dès la base pour que nous devenions vraiment indépendants? Moi, j'ai 2 filles. Je leur dis souvent, et j'ai des filles qui travaillent dans mes entreprises. Même quand vous avez un petit salaire, ne jetez jamais parce que vous avez un amant, un homme qui vous entretient, qui vous donne 1 million tous les mois. Parce que si vous le jetez, vous dépendez entièrement de ce type qui peut vous transformer en esclave, faire manger, passez-moi le mot, son caca. C'est parce que vous dites que si maintenant vous faites pas ce qu'il vous dit, il vous laisse tomber, qu'est-ce que ça va devenir? Alors que vous avez même 10 francs tous les jours, vous savez qu'avant de trouver notre amant riche ou pauvre, vous ne mourrez pas tout de suite. Vous avez une certaine autonomie, indépendance. Mais l'indépendance n'est pas seulement économique. L'indépendance est dans la tête. Chaque personne a un devoir vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la société. Et la meilleure façon de se libérer de tous ces colons impérialistes qui nous embêtent, de tout ce monde occidental, communiste, n'importe quoi, qui domine, c'est d'être capable d'être libre. Et un homme libre, c'est quelqu'un qui est autonome, qui produit, qui donne des réponses, qui sait trouver des réponses à ses besoins. Quand avant, les Camerounais étaient comme ça, qu'est-ce qui leur arrive? Parce que maintenant, le vol, la corruption, c'est ça le problème. C'est la seule chose qui nous bloque, c'est ce complexe. Et cette peur de ne pas pouvoir y arriver. La seule façon d'y arriver, c'est de faire. Quand quelqu'un pense que telle chose est bonne,
il essaie de le faire. Il peut ne pas y arriver. Et ça pourrait être un exemple que les autres puissent suivre. Voilà. Voilà, Sa Majesté, nous avons été très heureux en votre compagnie. L'équipe de Manuel du Savoir vous dit merci. Et surtout, continuez à encadrer les jeunes parce que vous êtes cette bibliothèque qui reste encore vivante. Et bonne journée. Merci beaucoup.